Voilà. Donc, les couronnes, je n'en fais pas. Je ne fais pas de prothèse sur implant. Et je laisse ce soin qui est un travail qui est très difficile à réaliser à mes confrères. Donc, mais je suis là pour donner un support, encore une fois, osseux et muqueux maximal. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans ces secteurs esthétiques. Donc, aujourd'hui, nous allons voir bande apatite, évolution des techniques chirurgicales dans les secteurs esthétiques. Pourquoi évolution des techniques chirurgicales? Tout simplement parce que nous avons évolué avec ce matériau. Depuis 7 ans, nous avons appris à connaître le matériau et à apprécier ses qualités biologiques et ses qualités physiques. Et nous découvrons tous les jours. Il est vrai que dans la lecture, dans les lectures professionnelles et dans les articles professionnels, eh bien, oui, il est écrit très souvent, il reste beaucoup à apprendre du sulfate de calcium parce que beaucoup de choses nous échappent. Donc, on va évoluer dans l'approche des techniques chirurgicales dans le secteur esthétique. Alors, bien sûr, l'analyse, on doit la faire, comme nous l'avons vu lors de la première session, mais on va rajouter dans les zones esthétiques quelques analyses que nous ne faisions pas dans les autres secteurs. En ce qui concerne les tissus mous, alors, il est sûr qu'au niveau du parodonte, nous devons savoir à quelle sorte de parodonte nous avons affaire. Un parodonte fin, comme vous le voyez ici à gauche, chez ce jeune homme, dont nous allons voir le cas clinique tout à l'heure, et un parodonte épais, comme chez ces jeunes filles, sont deux parodontes qui demanderont une attitude chirurgicale différente. Nous allons le voir petit à petit. Ça, c'est pour les tissus mous. Concernant aussi les tissus mous, nous avons les papilles. Il existe aujourd'hui, dans la chirurgie parodontale, beaucoup de moyens pour essayer de retrouver une papille. Ces moyens chirurgicaux sont difficiles à réaliser et les résultats sont aussi, on va dire comme ça, ne sont pas à 100%. Ainsi, il faut savoir à quelle sorte de papille vous avez affaire et nous allons voir qu'il faut l'aménager, cette papille, pour pouvoir la garder. Nous allons voir ces deux cas, l'un après l'autre, cette extraction de cette dent infectée, nous allons voir jusqu'à combien elle est infectée, et chez ce jeune homme-là aussi, qui a une papille qui est très large, complètement différente de ce type de papille du côté gauche. La ligne du sourire aussi est importante. Chez cette jeune fille, il est évident que nous devrons retrouver des papilles parce que lorsqu'elle sourit, eh bien, tout simplement, elle découvre. Hein, c'est tout à fait différent chez une vieille dame qui ne découvre pas, par exemple. Les tissus durs. Alors, les tissus durs, c'est le tissu osseux, en fin de compte. Ce tissu osseux est le support du tissu mou, c'est vrai. Mais il y a un grand mais, il faut faire attention. Il faut faire attention aux tissus infectés. Alors, lorsque vous avez affaire à une patiente comme ceci, qui vous demande un résultat esthétique, de refaire une bouche complète sur un plan, lorsque vous voyez ceci, vous dites, bon, j'ai une papille qui est présente, je vais essayer de la retrouver plus tard, mais attention, ce volume de tissu mou n'est pas du tout représentatif du volume du tissu osseux sous-jacent. Et la meilleure preuve est là. C'est que nous avons ici un déficit osseux très important. Donc, il faut faire attention. Le tissu dur, généralement, c'est-à-dire l'os, est sous-jacent, il se trouve sous notre gencive et le profil de notre gencive reflète généralement le profil de nos tissus durs, mais dans les secteurs infectés, danger. Alors, dans ce cas-là, par exemple, nous allons le voir tout à l'heure à l'aide de quelle chirurgie nous faisons ça. Eh bien, nous n'avons plus de mur vestibulaire du tout. Et vous voyez un déficit osseux qui était énorme et qui n'était pas du tout la représentation du volume du tissu muqueux avant de faire notre opération. Alors, nous avons traité ça avec le bond d'apatite, avec une chirurgie particulière. On va en parler tout à l'heure. Une seule incision de décharge qui se trouve en distale. On ne touche pas la papille et vous voyez, nous avons réussi, malgré ce déficit osseux qui arrivait jusque-là,
à retrouver un feston et une ligne cervicale qui va être au niveau esthétique tout à fait appréciable pour la patiente. Donc attention aux tissus durs, bien vérifier sur nos radiographies l'étendue du déficit osseux. Maintenant, en ce qui concerne les dents collatérales, nous devons en tenir compte. Ici, nous avons une couronne. Cette dent-là, nous allons le voir tout à l'heure, devra être extraite et on devra faire un implant avec un comblement osseux. Il nous faut une prothèse provisoire. Et la prothèse provisoire intervient énormément dans le résultat esthétique de la forme de nos tissus mous. Donc, il va falloir mettre une prothèse provisoire et essayer d'échapper à une prothèse provisoire amovible. Et lorsque nous avons une couronne d'un côté, eh bien, nous allons voir comment faire pour pouvoir faire une prothèse provisoire adéquate, immobile, stable. Alors, évolution de l'acte chirurgical, à l'aide de nombreux cas cliniques, nous allons voir comment nous avons évolué dans l'acte chirurgical concernant l'application du bond d'apatite dans les secteurs esthétiques. Voilà ce qu'on faisait, voilà à peu près 7 ans. Depuis que j'utilise le bond d'apatite, je ne fais plus ceci. Je ne fais plus ceci tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut réaliser cela. Alors, les avantages, eh bien, les avantages sont énormes. Vous le savez, pour faire une chirurgie pareille, ce qui est une chirurgie invasive, il faut faire un lambeau de grande étendue qui va généralement très haut. Il faut utiliser, aller faire deux sites chirurgicaux, un site où l'on prélève ce greffon et le site d'apposition. Il faut aussi s'attendre à une cicatrisation douloureuse et un risque d'exposition. Au niveau économique, ça prend beaucoup de temps au cabinet pour faire un travail d'artiste, parce qu'il faut être un artiste pour faire des choses comme ça. Et je félicite tous mes confrères dans la réalisation de chirurgie pareille, parce que c'est difficile à réaliser. Et aussi, au niveau économique, au niveau des matériaux utilisés, nous devons utiliser aussi un matériau de comblement osseux. C'est certain, ici il faut combler, ici aussi il faut combler, il faut mettre une membrane aussi, il faut des vis de fixation, et tout ça, ça coûte cher. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut réaliser une chirurgie à minima avec tout simplement une seule incision de décharge. Ne pas toucher une papille, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Pour la retrouver, ça ne va pas être facile. Ne pas toucher une papille, découvrir un déficit osseux qui n'est pas moindre que celui-ci, et avec l'application du bond d'apatite, arriver à un résultat, bien que nous allons voir petit à petit. La même chose dans ce cas-là, hein, c'est beaucoup plus facile de réaliser avec du bond d'apatite, surtout aussi dans les moments que nous vivons aujourd'hui, où il faut essayer d'être de moins en moins invasif. Eh bien, c'est plus facile d'utiliser un bond d'apatite du côté droit que de réaliser une chirurgie invasive et difficile à réaliser, comme nous le faisions avant. Donc, on évolue dans nos chirurgies. Et voici le cas d'une jeune fille. C'est un cas qui est ancien. Donc, on va passer des cas que nous avons réalisés il y a quelques années. Ça a été réalisé environ il y a 4 ou 5 ans, jusqu'au cas que nous réalisons depuis quelques semaines. Dans un cas pareil, où vous avez une hauteur de gencive kératinisée importante, mais vous avez un feston qui est bien marqué de nos papilles, chez cette jeune fille, eh bien, avec un parodonte fin aussi, et une fistule qui se trouve ici, eh bien, à l'aide d'une petite chirurgie qui nous permettra de visualiser notre déficit osseux. Hein, vous le voyez, nous n'avons plus de mur vestibulaire et aussi un passage vestibulo-palatin. Pour réaliser un comblement osseux dans une situation pareille avec des techniques chirurgicales classiques, eh bien, il faudra tout simplement faire 2 lambeaux, un lambeau palatin et aussi un lambeau vestibulaire, utiliser
des membranes, hein, utiliser aussi d'autres matériaux et des vis de fixation avec une chirurgie beaucoup plus invasive. Alors, voilà, lorsque vous voyez ça, eh bien, vous êtes très content parce que tout simplement, vous avez ici un caillot osseux qui est extraordinaire, qui va nous aider beaucoup. On a 2 septums ici qui sont assez épais, qui sont très importants pour nous. Nos incisions de décharge sont à 3 mm. Ça, c'est ce que je faisais environ 5 ans. On est d'accord, on verra qu'aujourd'hui, je traiterai ça d'une manière encore moins invasive. 2 incisions de décharge environ à 3 mm de notre déficit osseux. Et lorsque vous mettez du bondapatite ici, de par sa dureté, eh bien, on va garder ce festonnage et on ne va pas avoir d'effondrement de nos papilles de par les qualités physiques et biologiques du bondapatite. Qualité physique, que c'est un matériau qui est dur et qui évite l'infiltration des tissus mous à l'intérieur, donc on aura moins d'effondrement, et aussi des qualités biologiques où très rapidement, il libère son calcium pour former dès les premiers jours de l'hydroxyapatite, donc du phosphate de calcium. Et nous allons le voir. Voici le résultat à 3 mois. Regardez avec sa couronne provisoire. Eh bien, nous sommes arrivés à un festonnage qui est extraordinaire. Nous n'avons pas perdu d'os en dessous. Nos papilles sont bien là. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la réparation des tissus durs. Regardez un petit peu au 3e mois ce que nous avons autour de la tête de notre implant. Alors on pourrait dire, écoutez, qu'est-ce que c'est que ce tissu que nous avons ici? C'est peut-être un tissu fibreux? Pas du tout. Pas du tout, parce que le tissu mou n'infiltre pas le bondapatite. Et la meilleure preuve, c'est qu'1 an après, regardez un petit peu, ces septums calcifiés, c'est ce qui manquait à ce bondapatite ici, c'est de continuer la calcification de l'os qui l'a remplacé. Et regardez cette réparation osseuse ici, à 1 an, qui est vraiment formidable. Je vous rappelle que le col de l'implant est ici. Regardez un petit peu ce septum. Et on va le revoir plusieurs fois. La même chose, c'est cette patiente, ça a été réalisé il y a environ 6 ans, 6 à 7 ans, qui est venue avec, bien sûr, un parodonte, qui est un parodonte pas mauvais en fin de compte, parce qu'il est épais, une gencive kératinisée très haute, mais un brossage catastrophique. Et là, vous voyez, alors on aurait pu dire, écoutez, c'est facile, ici, j'ai encore un support osseux qui me maintient mon tissu mou, donc je ne vais pas avoir d'effondrement, je ne vais pas avoir cette dent très longue qui va être complètement différente des dents collatérales. Pas du tout. Le danger est très grand ici, on le voit lorsqu'on a extrait la dent, un effondrement vestibulaire de notre tissu mou et qui se manifeste par une absence totale de table osseuse vestibulaire. Par contre, alors j'ai quelque chose de très bien ici, c'est que j'ai un septa qui est resté ici et un autre septa qui est resté ici. Seulement, ils sont fins. Alors, il ne faut pas compter non plus rattraper cette perte osseuse autour du sément de la racine ici, pas du tout. Mais par contre, on va garder cette hauteur et refaire une table vestibulaire grâce au bondapatite. Alors, la chirurgie d'accès ici, c'est sensiblement la même que la chirurgie d'accès que précédemment, puisque ça a été fait il y a 6 ans environ. C'est tout simplement une incision sur la dent collatérale et à 3 mm environ du déficit osseux, pour arriver, après avoir mis le bondapatite, à ce résultat où nous avons réparé complètement la face vestibulaire. Nous sommes au niveau des septums et voici le résultat 6 ans après. Alors, on a gardé ce festonnage, c'est ce qu'on voulait. Encore une fois, je ne parle pas de la prothèse, je ne fais pas de prothèse, les praticiens font les prothèses du mieux qu'ils peuvent, et je parle tout simplement de la préparation des tissus mous et des tissus durs, c'est-à-dire de l'os aussi environnant, pour permettre d'avoir 6 ans plus tard ce résultat. Alors, la même chose maintenant, mais dans un cas où notre parodonte est complètement différent. Ce jeune homme venu de Belgique pour se faire soigner en urgence,
lorsqu'il est venu avec une zone infectieuse au niveau du collet de sa 11, eh bien, lorsque vous voyez une chose pareille, il ne faut pas vous étonner d'avoir un déficit osseux tel. D'accord? Ça a été fait il y a environ 3 ans. Alors, nous avions toujours la même technique d'accès chirurgical. Nous en avons parlé tout à l'heure, 2 incisions de décharge avec une visualisation du site du déficit osseux. Ici, nous avons la chance d'avoir une papille qui est large, associée à du bon d'apatite. Nous n'aurons pas d'effondrement osseux, pas du tout. Et nous allons faire un over filling. On va rajouter du bon d'apatite aussi sur l'implant qui a été mis le jour même. Et nous avons un gap énorme. Vous le voyez? Alors, dans ces cas-là, l'implant, on ne le voit pas ici, est généralement 1 mm à 2 mm, même 2 mm, oui, en dessous des septums. Et il faut remplir tout ça. Alors, on fait un overfilling de bon d'apatite et on ferme. Et voici le résultat du festonnage que nous avons obtenu. Nous sommes au même niveau, alors que précédemment, nous avions ici, si vous vous souvenez, une zone infectée qui nous paraissait avoir le même niveau, le même festonnage de la limite cervicale. Eh bien là, oui, nous avons obtenu avec une papille qui est restée entière. Voici une vue occlusale. Il est reparti en Belgique pour faire sa couronne définitive. Il est reparti avec sa couronne provisoire. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la cicatrisation des tissus durs. Alors, lorsque nous avons mis la bague de cicatrisation, voilà ce que nous avions. Encore une zone radio-claire qui pourrait laisser paraître, on va dire comme ça, un certain soupçon quant au tissu dur obtenu autour de notre implant. C'est ce que nous avons ici, en environ de 3 mois et demi. Et regardez la radio qui est à peu près 1 an et demi après. Regardez un petit peu cet os qui est l'os du patient, tout simplement, avec peut-être quelques très petits cristaux d'hydroxyapatite qui doivent traîner là-bas, mais le reste, c'est plus de 90% d'os du patient qui dépasse la limite du col de notre implant pour venir donner ce festonnage extraordinaire. Et ça, c'est à 1 an. Donc, le processus de conversion et de transformation du bon d'apatite en os est un processus qui est évolutif. Cette évolution continue dans le temps, du 3e mois à la première année. Donc, aucune inquiétude lorsque vous voyez ça après 3 mois. Il faut laisser le temps à l'os de se calcifier selon le turnover, la vitesse de turnover du patient. Alors, revoici le premier cas que nous avions vu. Alors, ça, c'est plus récent. Ça fait seulement à peu près 1 an et demi que ça a été réalisé. Il nous a été envoyé pour réaliser l'extraction de cette 21 et de préparer donc les tissus mous, les tissus osseux pour la future prothèse. Eh bien là, c'est la même chose. On a mis le jour même de l'extraction notre implant, c'était faisable. On va voir les conditions tout à l'heure, vous les connaissez, on la rappellera si vous voulez. On a essayé de ne pas toucher à la papille centrale, mais rappelez-vous que nous devions faire un implant ici, non pas seulement un comblement osseux, mais un implant. On a réussi à se limiter à une seule incision et essayer de ne pas toucher la papille. La voilà. Nous avons comblé ici avec du bon d'apatite. Nous avons laissé sa vis de cicatrisation et nous avons fermé. Il est reparti chez son praticien avec sa couronne provisoire. Mais regardez, nous avons gardé notre papille, nos 2 papilles, le festonnage et la hauteur cervicale. Alors, la même chose ici. Regardez bien. Vous voyez, si vous voyez bien ici la cicatrisation des tissus durs, on revient exactement à ce que nous avons vu précédemment. C'est tout simplement ici une zone radio-claire qui pourrait nous laisser croire qu'on est en train de perdre de l'os et une future périimplantite, peut-être, allez savoir. Eh bien, pas du tout. Regardez un petit peu cet os merveilleux au bout d'1 an et quelques mois qui est venu dépasser la limite et le col de notre implant qui se trouve ici.
Et ça, c'est un très bon présage pour l'avenir de cet implant. Donc, voilà, on a simplifié encore une fois notre accès chirurgical par une seule incision distale. Ce cas-là a été réalisé il y a environ 4 ans et c'est une institutrice de l'école qui est venue en urgence pour une demande de remplacement tout simplement de cette racine, de cette 23. Alors, on parlait tout à l'heure de mettre l'implant le jour même. Eh bien, très souvent, nous avons notre racine de notre canine qui est très vestibulée. Et lorsque vous avez un os pareil qui se trouve dans un autre axe que l'axe de votre dent, eh bien, vous pouvez penser implanter. Seulement, regardez le type de prothèse que vous voulez réaliser. Si vous voulez réaliser une prothèse vissée, il est évident que vous ne pourrez pas mettre votre implant dans cet axe-là. Il faudra trouver un axe comme ceci. Donc, nécessairement, vous aurez une déhiscence qui se passera ici. Si vous faites de la prothèse collée, eh bien oui, vous pourrez mettre votre implant dans cet axe-là. En ce temps-là, le praticien faisait de la prothèse collée. Donc, nous avons gardé cet axe-là. Nous avons mis, regardez la déhiscence, regardez le niveau, à quel niveau nous sommes de perte vestibulaire par rapport au septum de cette extraction, de cet alvéole. Eh bien, nous avons mis l'implant le jour même. Avec une couronne provisoire, nous avons fermé ce petit lambeau en espèce d'enveloppe, comme ceci, sur notre bande d'apatite, en conservant bien sûr tout le protocole d'application du bande d'apatite, on est d'accord, après avoir bien appuyé fermement pendant 4 à 5 secondes et avoir obtenu un matériau homogène, compact, collant à l'os, eh bien, nous arrivons à ce stade-là, mettre son implant le jour même. Une semaine après, regardez un petit peu cette cicatrisation très, très, très belle. Ça, c'est 3 mois plus tard. Et ça, c'est 4 ans après. Voilà la radio. Encore une fois, nous avons un os environnant dans les papilles et sous les papilles qui est vraiment impressionnant, qui est très, très beau 4 ans après. Bon, alors, ce cas-là, nous l'avions vu lors de la première session sur l'analyse des tissus mous. Cette patiente nous a été envoyée pour extraire la canine. Après que nous ayons réalisé 2 implants, sa canine, qui a été cariée sous sa couronne précédente, la patiente nous a été envoyée pour essayer de retrouver tout simplement ici un tissu dur et un tissu mou qui nous permettra de faire une canine qui n'aura pas sa limite cervicale nettement au-dessus de la future couronne qu'elle fera sur sa 12. Ce serait vraiment pas joli au niveau esthétique. Il va falloir donc ramener les tissus mous ici, combler cette espèce de triangle ici avec du tissu mou. Et croyez-moi, ça n'est pas facile. C'est un challenge qui est compliqué. Alors, voici la dent à extraire. Nous avons extrait la dent. Regardez un petit peu la ligne jaune qui nous montre la différence de hauteur cervicale entre la 12 et l'endroit de notre extraction. Nous avons mis le bande d'apatite. Seulement, nous avons ici un atout majeur. C'est que nous avons ici un septa. Et ce septa-là, il est haut. Nous avons aussi un autre septa ici. Donc, en remplissant avec le bande d'apatite entre ces 2 septums, nous allons éviter l'effondrement de cet environnement osseux. Seulement, nous allons avoir un problème, c'est comment faire venir nos tissus mous sur notre bande d'apatite. Nous n'avons aucun tissu mou, nous n'avons pas fait de chirurgie parce que nous voulons garder à tout prix la limite cervicale de cette zone implantaire et peut-être aussi de cette dent qui sera futurement couronnée. Donc, sans chirurgie, nous avions 4 murs osseux, nous avons mis notre bande d'apatite. On a un problème, c'est qu'il faut retrouver du tissu mou ici. Alors, nous allons voir comment il faut faire. Eh bien, tout simplement, il faudra suturer une éponge collagène.
peut-être 2, parce que ça aussi, il va falloir le recouvrir. Regardez comme nous sommes hauts, c'est terrible, c'est un challenge qui n'est pas facile du tout à réaliser. Et pourtant, nous avons aujourd'hui un support dur du bon d'apatite qui nous permet de suturer et d'être recouvert par une éponge collagène ou 2 éponges collagènes. Le bridge provisoire, un peu, on va dire comme ça, taillé à la serpe, qu'importe, est mis en place et appuie légèrement sur l'éponge collagène. Voici seulement à 1 semaine et demie, regardez déjà où nous sommes. Et voici le résultat obtenu après le bridge réalisé par le docteur. C'est le docteur Amar qui nous a fait cette réalisation prothétique. Et regardez où nous sommes arrivés. Regardez cette limite cervicale de la 12 qui n'a pas changé. Nous étions environ ici. Nous avions gagné tout ça comme tissu mou, en gencive kératinisée. Alors que s'est-il passé? Nous l'avons vu lors de la session numéro 3, comment recouvrir le bon d'apatite? Eh bien, tout simplement, les cellules épithéliales vont venir crépiter à la surface du bon d'apatite sous l'éponge collagène, et cette gencive kératinisée ici va se retrouver sur notre bon d'apatite. Puisque le bon d'apatite ne permet pas, comme le sulfate de calcium, comme tout sulfate de calcium, la pénétration des cellules épithélion-conjonctives à l'intérieur du matériau, eh bien ce tissu conjonctif va proliférer et va venir fermer tout ça. Le résultat est très impressionnant. Alors, la même chose dans ce cas-là, c'est un cas qui est un petit peu différent de ce que nous avons vu tout à l'heure, parce que vous voyez bien que, ça c'est une question qui m'a été posée par le docteur Yves, David, comment as-tu réussi à faire ce challenge de recouvrir tout ça de tissu mou? Alors, nous ne sommes pas dans le même cas que tout à l'heure, parce que lorsque nous avons extrait les dents, regardez, nous avions un peu de tissu mou en dessous, qui était déjà dans une situation pas très bonne, mais qui est là quand même. Donc ici, il a suffi simplement de faire une incision en crestal, légèrement déportée en palatin, de pousser tout ce tissu mou, de mettre nos implants, comme nous allons le voir, de mettre du bon d'apatite. Donc ça, c'est l'autre côté. On a mis nos implants, on a mis du bon d'apatite en vestibulaire pour redonner ce bombé. Et regardez ce que nous avons obtenu. La même limite cervicale que les autres dents, alors que nous étions vraiment très très haut avant. Alors ça, c'est un cas qui a été réalisé avec le docteur Amos il y a maintenant environ 2 ans et demi. Un cas où un jeune homme est venu pour se faire traiter et pour demander un traitement sur cette dent-là qui lui fait mal avec une boursouflure ici. Et regardez ce que nous avons vu, parce qu'il fallait demander, comme je vous l'ai dit quelquefois, dans les secteurs esthétiques, il faut toujours demander un Conbin. Regardez le déficit osseux que nous avons. C'est énorme. C'est énorme. Alors, si vous ne traitez pas ça, vous allez avoir un effondrement total et votre tissu mou va remonter au moins jusque-là. Au moins. Donc, ça n'est pas envisageable. Il faut absolument combler. L'autre côté, eh bien, le patient a décidé, pour avoir une esthétique comme il se doit, d'extraire aussi cette dent qui était dans une situation précaire de l'autre côté. C'est ce qui a été fait. Voici la papille qui est présente. Voici, on essaye de voir et on voit que nous n'avions plus du tout de table vestibulaire ici. Seulement, regardez bien la hauteur de vestibule que nous avons. Cette hauteur est très petite. Nous sommes déjà là au niveau du frein de la lèvre. Donc, on ne va pas pouvoir tirer beaucoup non plus. Tout ça, il faut le voir, il faut le prendre en ligne de compte. On ne va pas pouvoir tirer notre lambeau beaucoup ici. Alors, on va s'arranger. On fait notre incision oblique, environ une dent éloignée de notre déficit osseux, parce que nous avons un déficit osseux très très grand. Aujourd'hui, alors nous avons vérifié qu'ici, il manquait aussi une table vestibulaire, mais moins que de l'autre côté. Nous avons décidé d'ouvrir. Aujourd'hui, 1 an et demi après ou 2 ans après ce cas-là, je n'aurais pas ouvert ici. Je me serais contenté de cette ouverture et de cette incision.
Regardez l'importance du déficit osseux. Alors, croyez-moi que si on avait dû utiliser des techniques chirurgicales conventionnelles à l'aide de greffons osseux et de tables vestibulaires prélevées au niveau du ramus ou du menton, si ce n'est au niveau du pariétal ou de l'os iliaque ou du tibia, pour combler tout ça, croyez-moi, on aurait dû faire une chirurgie qui aurait dépassé de loin cette zone jusque-là. On serait monté très, très haut. Encore une fois, aujourd'hui, 2 ans après cette réalisation, ici, je n'aurais pas ouvert. J'aurais gardé ma papille, j'aurais ouvert et incisé uniquement en distal. Alors, on va analyser maintenant ce que nous avons comme support osseux. Ici, une papille qui est assez large, c'est bon. Ici, nous avons un septa. Nous avons encore un septa ici, c'est très très bon. Avec le bond d'apatite, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. On met le bond d'apatite comme d'habitude, je passe vite. Vous appuyez avec le doigt au début, puis avec votre décolleur de Molt, et on va tirer maintenant notre lambeau. Vous voyez, on fait un overgrafting ici. On va tirer avec notre lambeau. Mais quand on tire avec le lambeau, on tire au maximum. On n'a pas fait du tout d'incision de décharge ici, d'incision en épaisseur du lambeau. Pas du tout. On n'en veut pas. On veut un lambeau qui ne soit pas lié au muscle. Donc, il faut garder ce lambeau d'épaisseur partielle. On va le coudre comme on va pouvoir, le tirer en tension. On n'a aucun souci dès le moment où notre lambeau n'est pas lié à notre muscle. Et on va arriver à ceci. Voilà, tout ça c'est rempli de bande d'apatite, ça va se transformer en os du patient. On connaît le matériau maintenant, on a confiance, c'est ce qui va se passer. Mais maintenant, j'ai besoin de recouvrir ces 2 zones-là. Alors c'est là où il faudra utiliser l'éponge collagène pour recouvrir nos 2 alvéoles comblés par le bond d'apatite. Et voici ce que nous obtenons. La papille, eh bien, elle est suturée aussi, et on a recouvert le bond d'apatite à l'aide de ces 2 éponges collagènes, comme vous le voyez, comme vous savez le faire maintenant. Alors, il est vrai que je vous ai dit, on ne met pas d'éponge collagène pour recouvrir du bond d'apatite dans un déficit qui a 3 murs. Il faut tirer un lambeau. Mais quelquefois, je vous avais dit, dans les zones esthétiques, vous allez voir, ça change. Et c'est vrai. Parce que lorsque nous n'avons pas de hauteur de vestibule, comme nous avions ici, on ne va pas pouvoir tirer notre lambeau jusqu'à recouvrir notre bond d'apatite. Il va donc falloir utiliser une éponge collagène pour le recouvrir. Il n'y a aucune inquiétude à avoir et on va voir cette cicatrisation. Voilà donc la mise en place d'un bridge provisoire qui va appuyer légèrement, coller sur les dents collatérales puisque nous n'avons pas de couronne ici et là. Donc, il va appuyer légèrement sur nos éponges collagènes. Regardez un peu la réponse de l'os du patient qui a transformé notre bond d'apatite. Regardez un petit peu, tout ça, c'était inexistant. Nous avons obtenu peut-être 0,8 mm à 1 cm d'os en largeur. Et ça aussi, c'était inexistant. Alors, lorsque vous ferez les implants dans une situation pareille, essayez de faire aussi un lambeau à minima. Ici, nous n'avons pas pris la papille du tout dans ce lambeau-là, nous avons fait un petit lambeau palatin. Nous avions assez d'épaisseur pour ne pas se tromper. Et là, le patient est reparti pour faire ses couronnes définitives chez son praticien. Et regardez, nous sommes arrivés exactement au même festonnage que ce que nous avions précédemment avec les 2 couronnes anciennes qu'avait le patient. Alors, dans ce cas-là, c'est une femme qui est venue, voici environ 1 an et demi, pour nous parler de son implant qu'elle a fait chez un confrère il y a quelques années et qui se retrouvait tout le temps fistulé. Alors, il est vrai qu'avec le CBCT, on arrive à une situation pareille, une situation qui n'est pas très très bonne, d'autant plus que nous n'avons plus d'os autour de cette racine adjacente.
et aussi un début de perte d'os ici. Alors ça, c'est pas facile, ça n'est pas facile à réaliser parce qu'on n'a plus de septa ici. Donc, on va ouvrir et voilà où on en est après avoir enlevé notre implant. Alors, si vous remarquez bien, ici, notre racine n'est plus recouverte par de l'os. L'os aurait dû être ici. Ici, c'est pareil, nous avons perdu de l'os, la patiente a perdu de l'os. Et remettre de l'os ici autour de notre racine, n'y comptez pas. Par contre, on va pouvoir garder ici, remplir tout ça et retrouver une face vestibulaire intéressante. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis notre bande apatite, bien sûr, sans membrane comme d'habitude. On a fermé tout ça et voici seulement au bout de 1 mois ce que nous avons obtenu. Donc, nous n'avons pas perdu, nous ne sommes pas arrivés à une fonte osseuse et à un tissu mou qui va se retrouver ici, comme je le dessine avec la souris. Pas du tout. Voici le résultat esthétique qu'a obtenu le praticien, qui est très, très, très acceptable et la patiente est très contente de ne plus avoir de fistule. Cas compliqué. Cas compliqué, c'est ce cas-là où cette patiente est venue avec cette centrale qui bouge et qui est descendue. Alors, regardez où nous sommes ici au niveau du feston. Nous sommes ici à peu près un petit peu plus haut que le feston de cette 21. Nous avons une papille qu'il va falloir absolument conserver. Il ne faut pas perdre cette papille. Elle a déjà un diastème, elle veut retrouver son diastème. Si on n'a plus de papille ici, ça va faire une béance terrible, ça va être terrible. Donc, il faut absolument essayer de conserver ceci. Et la meilleure façon de garder et de conserver une papille, c'est de ne pas la toucher. Alors, vous remarquez que nous n'avons pas non plus d'épaisseur osseuse pour pouvoir implanter le jour même, ni plus tard. Donc, il va falloir faire aussi une augmentation latérale. Après extraction de la dent, nous avons fait uniquement une incision en distale pour pouvoir visualiser l'endroit où nous voulons réaliser l'augmentation latérale de crête, et nous n'avons pas du tout touché à la papille. Préparation endostée, mise en place du bande apatite, et on suture. Alors, on ne va pas pouvoir du tout tirer notre lambeau pour refermer tout ça, parce qu'elle avait, vous voyez bien, la hauteur de vestibule, qui est la hauteur très, très, très grande, qui ne nous permettra pas de tirer tout ça et de refermer et de recouvrir notre bande apatite. Eh bien, nous mettrons, comme nous voulons du tissu mou, nous mettrons notre éponge collagène. Et voici la prothèse provisoire qui a été mise, une prothèse provisoire amovible que je n'aime pas beaucoup, mais nous n'avions pas le choix. Eh bien, cette prothèse provisoire amovible ne tient pas du tout compte de notre déficit osseux. Pas du tout. Elle n'appuie pas ici, elle appuie au niveau du palais. Et là, regardez un petit peu ce manque de tissu mou dont nous avons besoin et qui ne recouvre pas aujourd'hui notre bande apatite. Mais notre éponge collagène est présente. Nos cellules épithéliales vont venir crépiter et recouvrir notre bande apatite sous l'éponge collagène. Regardez au niveau des tissus durs ce que nous avons obtenu. C'est une très belle augmentation latérale. Et regardez avec sa couronne, avec son appareil amovible, ce que nous avons obtenu comme feston, la conservation de la papille, et on est peut-être même en deçà du festonnage des dents collatérales. Elle ne brosse pas bien ici, elle apprendra à se brosser, mais regardez un petit peu ce que nous avons obtenu. Je vous rappelle que nous n'avions pas de tissu mou sur toute cette périphérie. Et là, elle repart chez son praticien pour faire sa couronne comme il se doit. Encore un cas d'une centrale, et c'est celui que nous avons vu au début de notre session. Ce patient jeune d'environ 25 ans qui est venu pour une dent
décoloré et qui vient et qui bouge après le CBCT, obligatoire dans le secteur esthétique. Voilà ce que nous obtenons. Alors, oubliez d'enlever cette dent, d'extraire cette dent et de mettre directement le bond d'apatite par accès alvéolaire. Pas du tout. Vous ne pourrez jamais, jamais bien retrouver un bombé osseux vestibulaire comme il se doit, parce que c'est très difficile de mettre le bond d'apatite jusqu'au bout. Donc, il va falloir ouvrir. C'est ce que nous avons fait. Alors, comment, après l'extraction, comment nous avons ouvert? Eh bien, grâce à une incision oblique uniquement au niveau distal, et c'est une des questions d'un des praticiens, voici 2 sessions. Oui, on ne fait pas l'incision en mésial dans les secteurs esthétiques, mais on la fait en distal. Regardez un petit peu l'importance de ce déficit osseux. Ce petit pont très étroit, eh bien, va nous aider un peu, mais surtout, nous n'avons pas touché la papille. Et ça, c'est très, très important parce que regardez, cette forme de papille, elle est fine, elle peut partir très rapidement, son support osseux est très fin aussi. Nous avons mis le bond d'apatite, fermé, suturé et recouvert grâce à une éponge collagène qui va nous ramener notre tissu mou au-dessus du bond d'apatite. Voici le jour même, et voici 3 mois plus tard avec sa prothèse provisoire collée. Il n'a pas encore l'implant, d'ailleurs il n'est jamais revenu pour faire son implant. Donc il restait avec cette prothèse collée en palatin et qui nous redonne un feston formidable, nous a permis de conserver nos papilles centrales et latérales. Alors, un autre cas qu'on m'a envoyé, d'un patient qui est venu pour tout simplement faire un bridge, puisqu'il a 2 couronnes de dents qui sont dévitalisées collatérales, de cette dent-là. Alors, regardez un petit peu où nous sommes là. Nous n'avons pas du tout de mur vestibulaire. Nous avons une communication avec la fosse nasale. C'est un cas très compliqué. Voilà son résultat avant. Le praticien a préparé un bridge provisoire pour nous permettre d'enlever cette dent-là. Si nous avons un effondrement à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Il va falloir combler. Alors, j'ai fait quelque chose ici qu'il ne faut pas faire. Ça a été réalisé il n'y a pas longtemps, c'est il y a à peu près 6 mois. Eh bien, nous avons enlevé cette dent-là. Nous avons cureté avec notre curette à dents. Bien ce qu'il fallait cureter, croyez-moi, il y en avait beaucoup à cureter. On a fait attention de ne pas rentrer non plus dans la fosse nasale. Nous n'avions pas du tout de mur vestibulaire. Eh bien, là, j'ai rentré le bond d'apatite directement par l'alvéole et je l'ai poussé. Pourquoi? Normalement, on ne fait pas ça. Il ne faut pas le faire. Il faut ouvrir avec une incision en distal ici, qui va dépasser la ligne muco-gingivale de 3 à 4 mm. Il faut déployer un lambeau et regarder notre déficit osseux et mettre notre bond d'apatite. Mais dans ce cas-là, le patient est venu pour réaliser un bridge. Nous avons donc uniquement le besoin de conserver notre festonnage et non pas d'obtenir un bombé vestibulaire. J'ai besoin de garder cette ligne. Donc, je me suis permis de mettre le bond d'apatite, de le fouler avec une compresse qui a entouré donc un outil fin comme un manche de miroir, on va dire, ou de sonde, un manche, on est bien d'accord, qui va venir appuyer le bond d'apatite, qui va venir le comprimer. Mais encore une fois, c'était à l'essai. Je vous demande de ne pas faire ça. Et voici, nous avons recouvert donc le bond d'apatite par une éponge collagène, puisqu'il n'y a pas eu du tout d'accès chirurgical ici. Nous avons mis aussi le pansement intraoral pour protéger cette éponge collagène. Voici le jour même, il est reparti avec son bridge provisoire. Et regardez 3 mois plus tard ce que nous avons obtenu. Croyez-moi, ce n'est pas gagné d'avance. Bon, j'ai cassé un petit peu le bridge provisoire. Je pense que le praticien m'a pardonné. Mais nous avons gardé tout à fait ce festonnage qui lui permettra de faire un très beau bridge définitif. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas obtenu un bombé vestibulaire.
ici. C'est vrai. On a rattrapé ça avec le docteur Cacon qui est venu travailler avec nous. Et on a réouvert ici un petit peu pour mettre à l'intérieur, on avait pensé mettre un greffon conjonctif, mais on a mis tout simplement du bon d'apatite ici par une ouverture latérale sans toucher, bien sûr, notre festonnage. Ce n'était pas obligatoire, mais bon, nous l'avons fait pour le fun, on va dire comme ça. Mais encore une fois, c'est un cas qui est très particulier. C'est parce que nous devions faire un bridge et non pas poser un implant. Sinon, il aurait fallu ouvrir à l'aide d'une incision ici en distal. Cette incision environ à la moitié ou aux 2/3 de la dent collatérale. Déployer un lambeau, ne pas toucher à cette papille, surtout pas. Cette papille-là doit être conservée et puis de remplir avec le bon d'apatite selon les protocoles. Alors, ce jeune homme, on en avait parlé aussi dans la session numéro 1. C'est un jeune homme d'environ une vingtaine d'années qui a pris une planche de surf en plein visage et qui nous a été envoyé pour traiter ce cas-là. Alors, il est jeune, il a un parodonte qui est fin, il a un festonnage qui est bien important, avec des papilles qui sont fines. Il faut essayer de toucher le moins possible. Alors, dans ce cas-là, lorsque nous avons enlevé cette partie-là qui n'a pas été trop difficile à enlever, nous avons réussi à enlever la deuxième partie à l'aide d'une lime endodontique, et ce qui nous a permis de conserver complètement cette face, ce mur vestibulaire. Donc, nous sommes en présence de quoi? D'un déficit osseux à 4 murs. Déficit osseux à 4 murs, nous n'avons pas besoin d'ouvrir. Alors là, on s'est permis de mettre le bon d'apatite. Après d'avoir mis le bon d'apatite, on a mis une éponge collagène avec un pansement intraoral pour protéger l'éponge collagène. Voici une semaine après le pansement intraoral qui devient plus fin et devient un peu blanchâtre. Les fils, vous les voyez en dessous. Regardez le résultat que nous avons obtenu. Un résultat formidable qui aurait pu être un petit peu mieux si le praticien avait ouvert un petit peu plus sa papille ici, mais c'est tout à fait réparable et c'est quand même un résultat fantastique qui n'est pas facile à réaliser. Et les propriétés biologiques et physiques du bon d'apatite nous ont permis, à moindre dégâts et à moindre chirurgie, de réaliser et d'obtenir un résultat pareil. Alors, on va voir ensemble un petit film concernant un jeune homme de 25 ans à peu près qui présente des résorptions internes sur les 2 dents centrales. Alors, vous allez le voir, ici, nous avons un bout de racine qui est présent. Sur la 11, nous avons une infection très grande, perte osseuse importante, vous le voyez. Et de l'autre côté, voici l'autre bout de racine qu'il va falloir enlever. Alors, voici le jeune homme avec bien sûr un brossage qui n'est pas le meilleur au monde. On extrait comme on peut ce qu'il faut extraire. Voici notre incision en distale à environ une dent ou 2/3 de dent par rapport au déficit osseux. On fait un lambeau en essayant de ne pas toucher la papille. On voit jusqu'où le lambeau nous permettra de recouvrir, mais nous ne sommes pas inquiets. Ce qu'on ne pourra pas recouvrir avec le lambeau, eh bien, on le recouvrira avec l'éponge collagène. Il faut maintenant enlever ce bout de racine difficile à enlever, mais on y est quand même arrivé. Voilà, regardez un petit peu ce déficit osseux, mais il nous en reste un deuxième bout. Voilà. Voilà. Alors, regardez un petit peu ce déficit osseux terrible que nous avons. En plus, ce patient n'a pas du tout de hauteur de vestibule. Regardez où on est. Donc, faire une technique classique avec prélèvement osseux, c'est très, très, très difficile. Dans des cas pareils, c'est excessivement difficile à réaliser. Il suffit chez nous de mettre le bon d'apatite, de bien l'appliquer. On appuie fermement 3-4 secondes avec le doigt. Ici, on ne pouvait même pas appuyer avec le doigt tellement le déficit osseux était haut.
Donc, on utilise le décolleur de Molt. Voilà. On rajoute ce qu'il faut rajouter. Nous allons combler aussi au niveau cristal. On enlève les surplus. On voit jusqu'où nous allons pouvoir recouvrir notre bande apatite. Et si on a mobilisé, comme c'est le cas ici, eh bien on redonne un coup de compresse, ce n'est pas gênant. Voilà, on commence par un point en mésial ici pour pouvoir être sûr que nous allons pouvoir fermer. Et nous comblons l'alvéole de la 11, qui, elle, était une alvéole qui était infectée, qui a été nettoyée, mais à 4 murs osseux restants. On enlève les surplus, voilà. Pour rajouter, si vous voulez rajouter, c'était le cas, ça ne nous a pas aidé beaucoup, mais bon. Et là, vous allez voir, nous retrouvons le même cas que nous avions précédemment. Et nous allons recouvrir le bond d'apatite à l'aide de l'éponge collagène. Ce cas a été réalisé environ il y a 1 an à peu près. Oui. Alors, grâce à cette éponge collagène, eh bien, vous allez permettre au tissu mou de venir recouvrir le bond d'apatite et amener de la gencive kératinisée autour. Alors là, faites attention, hein, on n'a plus du tout de mur osseux vestibulaire. Donc, si vous avez mobilisé votre bande d'apatite, redonnez un coup de compresse. Voilà, je me fais aider par le docteur Amos Yahav, que je remercie. Voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Et croyez-moi, alors le test de prévisibilité, on voit que rien ne bouge, ça ne s'ouvrira jamais. Il repart avec un bridge collé au palatin. Voici au bout d'une semaine, après le décollement du bridge, au bout de 5 jours, pardon, au bout de 1 jour, au bout de 5 jours, voici 10 jours, et voici, au bout de 3 mois, ce que nous avons obtenu. Au niveau des tissus osseux, eh bien, regardez, après le déficit que nous avions, regardez un petit peu ce que nous avons obtenu. Regardez ça. Ici, la même chose. Ici, la même chose. Ça n'existait pas. La même chose de ce côté-là. Tout ça, ça n'existait pas comme os. Et nous avons pu mettre nos implants sans toucher la papille, bien sûr. Donc, ce cas-là qui était un cas difficile, nous avons pu le réaliser grâce à une chirurgie à minima. Voilà mon avant-dernier cas. Je voudrais vous faire participer à ce cas-là qui est un cas qui est très compliqué pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que le patient nous a été envoyé pour extraire cette dent-là, qui est une dent qui est quand même importante, et la proximité de la dent avec l'implant d'à côté, une limite cervicale ici à conserver, une papille qui n'existe presque plus ici, une grosse papille qui existe ici qu'il va falloir absolument conserver. Alors, après l'extraction, nous avons décidé de faire une incision qui ne va pas prendre la limite cervicale de cette dent-là pour essayer de la conserver, et nous avons un déficit osseux très important en vestibulaire. Alors, bien sûr, vous voyez, le patient n'a absolument pas de vestibule, pas du tout. Donc, nous savons que nous ne pourrons pas tirer notre lambeau. On va le tirer quand même comme on peut, au maximum, sans essayer de recouvrir complètement le bond d'apatite. Et on va fermer par
une éponge collagène, ce que nous ne pouvons pas recouvrir avec le lambeau. 3 mois plus tard, le patient est arrivé ainsi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça n'est pas normal. Ici, on a très bien conservé la papille, on est arrivé à un bon niveau, mais là, j'ai quelque chose qui me manque. J'ai un support osseux qui me manque et je voudrais savoir pourquoi. Alors, ce patient était parti avec une prothèse provisoire, amovible, et je lui ai dit, écoutez, vous avez bien respecté de mettre la prothèse provisoire que pour des cas de sortie, etc. Bien sûr, nous avions évidé ici. Eh bien, le patient m'a avoué, écoutez, la prothèse provisoire s'est cassée au bout de la première semaine et le praticien en a fait une deuxième. Et là, j'ai compris pourquoi est arrivée cette petite perte osseuse, parce que tout simplement, elle n'avait pas été déchargée ici. Donc, c'est très important, vous avez une prothèse provisoire, faites que la prothèse provisoire ne vienne pas appuyer avec, à chaque fois qu'il va manger sur cette dent-là, bien sûr, il va appuyer encore, réappuyer sur votre bande apatite. D'accord, il va empêcher la formation d'os. Donc, je me suis dit, ça n'est pas très grave, on va mettre notre implant. Et vous voyez ici ce que nous n'avons pas obtenu, bien que nous ayons obtenu vraiment un os formidable ici, mais là, il nous manque quelque chose. Eh bien, on a rajouté du bande apatite le jour où on a mis notre implant. Et regardez ce que nous avons obtenu. Nous avons obtenu notre feston, nous avons notre papille, nous avons toujours cette petite gencive kératinisée qu'il avait depuis le début, nous avons gardé notre papille, et ça, c'est la prothèse qu'a réalisé le praticien. Et regardez, au bout de 3 mois seulement, ce que nous avons encore comme os qui va se calcifier et qui a donné un excellent résultat. Ça, eh bien, c'est un cas, on va dire comme ça, extrême, c'est notre dernier cas. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, nous allons le voir dans une prochaine session sur les déficits osseux très importants, où là, vous le voyez, nous n'avons pas du tout de mur ni vestibulaire ni palatin, et pourtant nous sommes arrivés à obtenir un résultat pareil. Nous allons voir comment la prochaine fois. Ce ne sera pas la session prochaine, puisque la session prochaine, nous parlerons du bond apatite et les implants. Ça veut dire que lorsque vous mettez un implant, comment utiliser le bond apatite pour recouvrir une déhiscence, comment utiliser le bond apatite pour fermer un gap. Okay, et comment ne pas l'utiliser aussi. Quels sont les cas où il ne vaut mieux pas mettre l'implant le jour même, mais de mettre tout simplement le bond apatite, reconstruire votre os et puis de mettre un implant dans une deuxième session. Et voici le résultat que nous avons obtenu alors que nous étions dans un cas pareil. Nous le verrons plus tard. Et nous nous retrouverons pour la prochaine session mercredi sur le bond apatite et les implants. En ce qui concerne la conclusion, il faut retenir de ceci qu'il faut appliquer votre protocole classique, mais changez vos incisions. Ne faites pas d'incision sur une papille, faites des incisions en distal et non pas en mésial. Si vous avez besoin de tissu mou, eh bien, pensez tout de suite éponge collagène. Elle va vous emmener des tissus mous, l'éponge collagène. Elle va vous emmener de la gencive kératinisée. Pour conserver une papille, il y a un grand secret, c'est qu'il ne faut pas la toucher. Moins vous toucherez vos papilles, plus vous les conservez. Et il faut faire une bonne analyse qui vous permettra d'évaluer votre futur résultat. Merci à vous. Si vous avez des questions, eh bien, Alexandre. Déjà, merci beaucoup, Dr Barnès, pour tout ce qu'on vient de voir. Je vois que tu bouleverses énormément les pratiques quotidiennes, car les gens sont complètement plein de questions. C'est pas dans leur pratique habituelle de faire exactement la même chirurgie que celle que tu pratiques. Donc, vous avez la session 1, 2 et 3 qui est présente sur le site Dogma déjà en replay, où vous pourrez déjà revoir comment on insiste, comment on vient suturer par-dessus Dogma. Pourquoi utiliser du collagène ou du PRF? Pourquoi ne pas le faire? D'ailleurs, avec de l'Ogma, on ne le fait pas. Pas non plus de membrane. Mais tout ça, on l'a vu dans la session 3, si je ne me trompe pas, Dr Barnès. Absolument, absolument. Voilà, donc, alors, on va commencer par une série de questions qui sont dans quel cas utiliser le pansement intra-aéral? Est-ce qu'on parle bien du COEPAC? Je vais répondre moi-même à cette question. Ce n'est pas du COEPAC, c'est une MATBK. Donc, c'est sur le site www.matbk.com
qui est aussi distribué par Safe Implant. C'est un pansement qu'on a trouvé, le docteur Baranès et moi-même, en Corée, et qui redonne-nous la composition de la Madbeka. C'est une cellulose d'hydroxyéthyle. Une cellulose, tout simplement, c'est un polymère. Un polymère qui est résorbable et qui a aussi une capacité autocollante. Donc, il nous aide énormément. D'accord? Mais attention, encore une fois, on répète, ça n'est pas une membrane. Ça n'est pas la composition d'une membrane, c'est un polymère. Et ça n'est pas le prix d'une membrane et ça ne s'utilise pas comme une membrane. Pas du tout. Ça vient juste protéger. Maintenant, la question est, est-ce que si j'avais mis à l'endroit où j'ai mis des éponges collagènes, si j'avais mis une Madbeka, un pansement intraoral, est-ce que j'aurais eu le même résultat? C'est très possible. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. L'éponge collagène, j'ai un recul qui est assez important. Dans les secteurs esthétiques, je ne veux pas prendre de risques. Donc, je mets mon éponge collagène. Mais je pense que oui, les prochains cas que je ferai dans les secteurs esthétiques, je mettrai mon pansement intraoral et je pense qu'on aura le même tissu mou. Absolument. Oui, Alex. Alors, je réponds simplement à quelqu'un qui me pose la question comment on s'inscrit sur les groupes WhatsApp. Il suffit de m'envoyer une demande sur mon portable que je viens d'inscrire dans la zone de conversation. Pourquoi utiliser une vis de cicatrisation de gencive de 1 non, pourquoi utiliser vis de gencive de 1 ou 2 mm au lieu de la vis de fermeture pour les papilles et le festonnage? Point d'interrogation. Alors, il est vrai que quelquefois, je mets ma vis de cicatrisation ou mon pilier de cicatrisation le jour où je mets mon implant. C'est vrai. Premièrement, si vous le faites, il faut que cette vis de cicatrisation soit stérile. C'est très important. Deuxièmement, il faut qu'elle vous permette de mettre votre bande d'apatite autour de votre gap. Parce que si elle est large et qu'elle vous prend de la largeur, elle va fermer votre gap, vous ne pourrez pas mettre votre bande d'apatite. Donc, il faut… et pourquoi on la met maintenant? Pourquoi on la met? Eh bien, ça aide quelquefois. Ça aide. Je ne la mets pas systématiquement, mais lorsque je veux le moins ouvrir possible pour pouvoir la remettre dans un deuxième chirurgie, eh bien, je la mets dans la première chirurgie. Eh bien, lorsqu'on ouvre moins, parce que moins on ouvre un tissu, moins il va se rétracter. Donc, ça aide. Si vous avez une bonne stabilité, de mettre une vis de cicatrisation de 1 mm, 1 mm et demi, pas plus, et de refermer. On me pose énormément de questions sur comment tu gères les provisoires sur les intérieurs. Bon, alors, c'est ce qu'on a vu. Si vous n'avez pas de couronne sur les dents collatérales, eh bien, vous faites un bridge, on ne va pas dire un bridge, on va dire un collage à l'aide d'un splitting, à l'aide d'une espèce d'une fibre, vous pouvez utiliser, je crois que c'est la fibre de verre ou alors tout simplement… Ça s'appelle un Everstick. Un Everstick, très bien. Voilà, très bien. Ou alors tout simplement un tressage de fil orthodontique qui vous permettra de le coller sur les dents collatérales. Et il faut que ce pontique-là appuie légèrement sur l'éponge collagène. Maintenant, si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des dents couronnées autour, s'il n'y a qu'une seule dent couronnée, sachez que vous pouvez le faire sur la troisième dent collatérale. Ça veut dire que vous aurez la dent distale sur laquelle vous pouvez coller. La dent mésiale, non, parce que c'est une couronne, mais la dent qui est à côté de la dent mésiale, vous pourrez aussi donc faire ce collage. Et maintenant, si vous ne pouvez pas, eh bien vous mettez tout simplement une prothèse amovible d'une dent ou de 2 dents, mais surtout sans flange, ça veut dire sans acryle vestibulaire, et surtout qui ne viennent pas appuyer, qui vient appuyer très légèrement sur notre éponge collagène. Et l'essentiel de l'appui sera palatin. Voilà. Alors, quelle référence d'éponge utilisez-vous? Alors pour les éponges, eh bien écoutez, moi je ne veux pas vous dire ce que j'utilise moi parce que je ne sais pas si vous les trouverez en France, mais chez vous, vous avez tout simplement chez Zimmer et vous avez aussi chez Botis. Hein, vous voyez, on fait la publicité même pour les sociétés concurrentes, qu'importe. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Voilà, alors ils ont là-bas chez Botis la Jason, Jason, J-A-S-O-N, d'accord, elle doit coûter environ une dizaine d'euros.
c'est une éponge collagène. Et vous avez aussi chez Zimmer, je ne me souviens plus de son nom, mais ils ont aussi des éponges collagènes aux environs du même prix. Utilisez-vous le même fil de suture dans les secteurs esthétiques? Oui, on avait dit que les deux fils de suture résorbables à moyen terme, hein, qui sont tout simplement le polyglycolique acide ou rapide ou pas rapide, ça n'a pas d'importance, et aussi le monofilament. Quelle taille d'aiguille, en fait, la question? Alors, taille d'aiguille, taille du fil déjà du 4-0, du 4 ou du 5-0, mais le 4-0 est très bien aussi, et les types d'aiguilles, c'est du 19, c'est 19. Vous n'avez pas mis d'éponge collagène entre le bon d'apatite et la perforation de la fosse nasale. Pourquoi? Ah, ah, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire et le docteur Stéphane Berg aurait aimé faire ça, j'en suis sûr, mais dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, ce cas-là, c'était un cas de bridge, encore une fois. Hein, ça n'était pas un cas où on comptait mettre un implant. Le patient est venu pour faire un bridge. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher trop loin là-bas et de protéger. Non, j'avais besoin tout simplement d'avoir un bouchon occlusal, crestal, qui nous permettrait de garder notre feston. Et c'est ce que nous avons fait. Et lorsque nous avons réouvert, hein, avec le docteur Cacon, eh bien, nous avons vu un os formidable qui n'était D'ailleurs, qui est pas… présent aujourd'hui Ah ben voilà. et qu'on salue, Un os formidable, et qui a même une question. un os très dur, mais qui n'était pas très épais parce que nous n'avons pas ouvert. On me pose la question, quels sont les délais de cicatrisation avant la pose d'un implant? L'éponge de collagène se résorbe en une semaine environ. Comment expliquer le creeping de la gencive? Oui, alors l'éponge collagène, elle ne s'en va pas en une semaine. Hein, généralement, les éponges collagènes, c'est entre 10 et 15 jours. Et on sait que le creeping, ça prend un peu plus de temps, ça prend une dizaine de jours, une quinzaine de jours, quelquefois, même des fois un petit peu plus. Mais dès le moment où, et ça nous allons le voir dans 2 sessions, les différentes cicatrisations, dès le moment où nous avons un petit recouvrement par un début de tissu mou, ça suffit largement. Tout le reste, ça se fera avec le temps. Donc, l'éponge collagène, pas d'éponge hémostatique. Si le pongène se résorbe à 4 jours, comme nous l'a dit docteur Nathalie, eh bien, il ne faut pas mettre de pongène. Hein, je ne sais pas, je n'utilise pas de pongène. Il faut mettre des éponges collagène qui se résorbent environ entre 10 et 14 jours. Et les tissus gingivales viennent faire son crépitement en dessous de l'éponge collagène et sur le banc d'apatite. Alors, une de vos consoeurs remarque que la préparation périostée n'est pas systématique. Quels sont vos choix et vos critères? Non, préparation périostée, il faut périostée, endostée. C'est-à-dire faire des trous dans la face vestibulaire, dans la face osseuse vestibulaire quand on fait des augmentations latérales. C'est la question? Je ne me trompe pas. Moi, il y a écrit, excuse-moi, je suis pas docteur, donc il y a marqué de la préparation périostée. À mon avis, c'est quand tu incises le périoste. On ne fait pas d'incision périostée. Voilà. Surtout pas. Pas du tout d'incision périostée. On fait un enlembeau d'épaisseur totale. Et Et pas surtout pas partiel. d'incision. Et Non, pas pas partiel. du tout. Pas dans l'épaisseur. Totale, absolument. Alors, on continue la ligne de questions. Bonjour David. Dans le cas d'une absence de septa et perte osseuse importante en profondeur, n'est-il pas préférable de combler en 2 phases le premier comblement servant de support osseux au second? Oui, formidable. Absolument. Tout à fait d'accord. Et nous le Ah, verrons dans le… c'était pas une question, c'était directement une question-réponse alors. Ah, mais absolument, absolument. C'est très bien. On a affaire à un praticien qui a déjà utilisé et qui sait utiliser le bon d'apatite, absolument. Et nous le verrons dans le dernier cas que je vous ai laissé ouvert comme ça, de cette déhiscence, de cette perte osseuse énorme en centrale. Nous avons fait ça en 2 fois. Absolument. Tout à fait d'accord. Alors, quels sont les délais de cicatrisation avant pose d'implant? Alors, délai de cicatrisation. Alors, nous savons, nous, que le sulfate de calcium et le bon d'apatite sont remplacés par l'os humain au bout de 3 mois, parce que c'est le temps qu'il faut à l'os pour faire une régénération osseuse. Maintenant, attendez un petit peu plus. Attendez 4 mois. À 4 mois, vous pouvez mettre votre implant sans aucun souci. Et sachez que la calcification de votre os présent continuera encore pendant 1 ou 2 mois. Quelles sont les prescriptions médicamenteuses? La prescription médicamenteuse, je vous dis ce qu'on fait généralement dans la situation jusqu'au coronavirus, jusqu'au Covid. Hein. C'est tout simplement une prémédication antibiotique,
Dans le cas où il y a une grosse infection, vous rajoutez des macrolides à la pénicilline et un anti-inflammatoire stéroïdien. Dans le cas où il n'y a pas de contre-indication des anti-inflammatoires stéroïdiens. Et un petit antalgique comme du paracétamol, ça suffit largement puisque les chirurgies sont non invasives. Éponge collagène, on a toujours parlé de Pangène dans le groupe OGMA. Maintenant, conseillez-vous d'autres éponges? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Moi, je ne fais pas de pub pour le Pangène, vu que en plus de ça, je n'en vends pas. C'est simplement des consoeurs qui l'utilisent et qui font. Qu'est-ce que tu en penses, David? Et les avis sont contradictoires. Je rappelle tout le temps cette situation. Nous étions dans ton bureau, nous avons appelé la société de diffusion de Pangène. Urgo. Nous avons demandé après combien de temps le Pangène se résorbe. Nous n'avons pas obtenu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, lorsque j'entends de docteur Nathalie qui nous dit, écoutez, ça ne tient pas, c'est du 4 à 5 jours, alors elle a de l'expérience, elle sait de quoi elle parle. Si nous avons d'autres praticiens qui nous disent la même chose, alors il ne faut pas utiliser Pangène. C'est résorbable trop rapidement. Et je rappelle que le docteur Berg le plie en plusieurs épaisseurs. Voilà, en plusieurs épaisseurs. Donc, c'est une pratique qui peut-être que lui maîtrise. Dans le cas d'une 11-21, donc vous ne réalisez jamais de frénectomie? Non, je ne dirais pas ça. Non. S'il y a un frein qui vraiment descend jusqu'à la papille, et nous rappelons que le frein, c'est un tissu épithéliaux-conjonctif qui est lié au muscle. Donc, nécessairement, lorsque la patiente va se mettre à mastiquer ou faire des mimiques, elle va tirer sur la papille, ce que nous ne voulons pas. Donc, il y a des cas où vous verrez dans les prochaines sessions, oui, nous faisons une frénectomie pour pas que nous ayons ce tirage de notre lambeau vers le haut, quand c'est au maxillaire, à cause de ce frein. Un docteur à Grenoble nous dit que le Jason est bien mieux que le Pangène par expérience. Voilà. Alors, je suis d'accord. J'ai utilisé moi-même le Jason. J'ai été très content. Donc, oui, allez-y pour le Jason. Il n'y a aucun souci. Oui, je fais de la pub pour mes concurrents. Quelle est l'importance du facteur H dans ce protocole? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Même s'il n'y a pas assez de hauteur de gencive pour éviter de mobiliser le lambeau? Point d'interrogation. Alors, pas très bien compris la question, encore une fois. Question incomplète. Question incomplète. Dans les cas antérieurs, vous utiliserez une éponge de collagène plus pansement Madt-Beka? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce que j'ai toujours cette crainte que le patient n'écoute pas les recommandations de ne pas suctionner, de ne pas toucher avec la langue l'éponge collagène, et surtout lorsque je n'ai pas de provisoire fixe. Alors là, il risque vraiment de nous faire sauter l'éponge collagène. Il faut mettre un pansement intraoral qui vient protéger notre éponge collagène. Absolument. On a une bonne question. Est-ce qu'on doit faire des bains de bouche quand on utilise de l'OGMA? Alors, quand on utilise l'OGMA, il faut faire des bains de bouche avec de l'eau salée. Pas autre chose. Mais par contre, pas quand on met une Madt-Beka aussi. Absolument. Quand on met le pansement intraoral, on ne fait pas de bain de bouche du tout. Parce que l'eau salée va venir résorber votre pansement intraoral. Et nous avons besoin de lui pendant au moins 1 semaine et demie à 2 semaines. Donc, une dernière question et on vous laisse retourner à vos occupations à Jérusalem. Quand faire une préparation endostée? Eh bien, nous le verrons dans la session qui va parler sur les augmentations latérales. Aujourd'hui, tout le temps, il faut faire toujours une préparation endostée. Nous le verrons dans 3 sessions. Donc, la prochaine session, je vous rappelle, c'est OGMA et les implants. Puis, nous passerons aux différentes cicatrisations pour ne pas avoir peur et comprendre comment ça marche, la cicatrisation. Et puis, nous passerons aux augmentations latérales avant que le docteur Berg nous fasse tout ce qui concerne le sinus. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci Alexandre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.